Le poison le plus subtil ne se verse pas dans un verre, il se distille au quotidien, goutte à goutte, sous votre propre toit, jusqu'à ce que l'air même que vous respirez devienne toxique. Pour Rachel Adams, le venin avait le visage de sa belle-mère. À cette heure précise du matin, le silence feutré de l'appartement de Denver fut anéanti par une voix aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Hélène Adams, penchée au-dessus du lit de Rachel, hurla comme si le monde était en feu. « 7 heures et tu dors encore. Lève-toi et prépare-moi le petit déjeuner sur le champ. » Ces mots étaient si proches, si chargés d'une fureur matinale, que Rachel se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Pendant une seconde de pure panique, elle ne sut plus où elle était, jusqu'à ce que la texture familière du plafond de sa chambre s'impose à sa vision et qu'elle comprenne ce qui venait de se passer. Une nouvelle journée venait de commencer, de la pire des manières possibles. Rachel s'était couchée à 4 heures du matin, après avoir bouclé un marathon de projets pour ses clients. Son travail de consultante numérique exigeait de longues heures de concentration intense devant l'ordinateur. Et même si cette discipline la laissait physiquement et mentalement épuisée, elle lui rapportait 3 fois plus que ce que son mari, Mark, gagnait dans son emploi de bureau. Mais pour Hélène, rien de tout cela n'avait la moindre importance. À ses yeux, le travail de Rachel n'était qu'un passe-temps, un jeu. Elle était paresseuse, indigne, une épouse qui refusait d'accomplir ses véritables devoirs, cuisiner, nettoyer, et surtout, servir. Ce n'était pas la première fois que Rachel était tirée de son sommeil par les accusations d'Hélène. Depuis 3 longues semaines, Hélène et Frank, les parents de Mark, s'étaient installés dans leur appartement de 2 chambres. Ce qui devait être une courte visite familiale s'était métamorphosé en une occupation interminable. L'atmosphère dans l'appartement s'était alourdie de jour en jour, chaque plainte, chaque remarque acerbe sur la mauvaise éducation de Rachel ajoutant une couche de ressentiment à l'air ambiant. Leur présence avait transformé son foyer en une prison, un endroit où Rachel redoutait désormais de se réveiller. Le sujet de conversation favori d'Hélène était le travail, ou plutôt le manque de vrai travail de Rachel. Elle refusait de reconnaître la légitimité de la carrière de sa belle-fille, simplement parce qu'elle ne nécessitait pas de quitter la maison chaque matin dans une tenue formelle. Même les explications patientes de Rachel, détaillant les 16 heures par jour passées devant son ordinateur portable à gérer les comptes stratégiques d'entreprises à travers le pays, n'y changeaient rien. Hélène balayait ses arguments d'un revers de main méprisant, considérant son activité comme un simple « jeu sur ordinateur ». Et toutes les conversations, inévitablement, revenaient à la même accusation sournoise: Rachel ne contribuait à rien de tangible. Frank Adams, son beau-père, n'était pas très différent. Il était moins bavard que sa femme, mais ses critiques silencieuses étaient tout aussi cruelles. Amoureux des repas copieux et gras, il ne jurait que par le poulet frit, les biscuits dégoulinants de beurre, le bacon et les montagnes de purée. Rachel, qui préférait une cuisine légère et saine, préparait souvent du poisson grillé ou des légumes vapeur. Pour Frank, ce n'était pas de la nourriture. Il grognait depuis la table de la cuisine, repoussant son assiette avec dégoût et déclarant qu'elle ne savait pas comment nourrir un homme. Quel genre de femme sert de la nourriture pour lapin, marmonnait-il, son mépris audible dans chaque syllabe. Chaque jour depuis leur arrivée, Rachel avait essayé de prendre sur elle. Elle se répétait que perdre son sang-froid ne ferait qu'envenimer les choses, que se mordre la langue était le prix à payer pour une paix précaire. Mais 3 semaines de cette torture psychologique l'avaient usée jusqu'à la corde. Elle avait renoncé à ses matinées tranquilles, à sa routine de travail et à une grande partie de sa santé mentale pour éviter une nouvelle confrontation. Pourtant, ce n'était jamais suffisant. Hélène semblait croire qu'il était de son devoir sacré de rappeler à Rachel, à chaque occasion, à quel point elle était inadéquate. Ni comme épouse, ni comme femme au foyer, ni même comme femme. Debout au-dessus de son lit, Hélène croisa les bras et tapa du pied sur le plancher, ses yeux brillant d'une indignation autosatisfaite. « Je t'ai dit de te lever. L'appartement est un véritable capharnaüm, et Marc rentrera pour le déjeuner. Ses chemises ne sont même pas repassées. Que as-tu fait pendant tout ce temps, au juste ?» Sa voix devenait plus aiguë à chaque mot, une vrille sonore conçue pour irriter. Rachel se redressa lentement dans son lit, la tête lourde d'un sommeil trop court. Elle pinça les lèvres, ravalant la fureur qui montait en elle comme une marée brûlante. En vérité, elle avait envie de hurler,
de l'expulser de la pièce, de lui rappeler brutalement qu'elle n'avait aucun droit de faire irruption de la sorte. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Elle avait appris à maîtriser ses réactions, à respirer profondément, à compter jusqu'à 10, jusqu'à ce que l'impulsion de répondre soit passée. Une pensée glaciale lui traversa l'esprit. Ce n'était plus un foyer. C'était un champ de bataille. Et chaque matin, elle avait l'impression de se réveiller pour un nouveau combat qu'elle n'avait pas choisi de mener. Les mains de Rachel tremblaient tandis qu'elle repoussait la couverture, non pas de peur, mais d'une colère contenue. Elle savait au plus profond d'elle-même qu'elle ne pourrait pas endurer cette situation éternellement. Pour l'instant, cependant, elle ne dit rien. Elle laissa Hélène sortir en trombe de la pièce, marmonnant des insultes sous son souffle, tandis que la voix de Frank s'élevait déjà de la cuisine, réclamant un petit déjeuner que Rachel n'avait même plus la force de préparer. Elle ferma les yeux une seconde de plus, se forçant à se contenir. Elle allait tenir bon pour l'instant, mais des fissures se formaient dans sa patience, et elle sentait quelque chose en elle commencer à bouger, quelque chose de dangereux et d'irréversible. Hélène, loin d'être apaisée, avait décidé que le monde entier devait partager son mécontentement. Sortant en trombe de la chambre, elle se mit à défiler bruyamment dans le petit appartement, claquant les portes des placards, tirant sur les rideaux avec une violence théâtrale, et marmonnant à voix haute à propos de la poussière inexistante sur les étagères. Les tiroirs s'ouvraient et se refermaient dans un fracas délibéré, les chaises traînaient sur le sol comme si elles mettaient en scène un champ de bataille domestique dont elle seule pouvait sortir victorieuse. Ce chaos n'avait rien à voir avec le nettoyage, il s'agissait de faire passer un message, de prouver que Rachel était, aux yeux d'Hélène, une incapable. De la cuisine parvint la voix bourrue de Frank, chargée d'une irritation matinale. Il s'était enfin réveillé, ses cheveux en bataille, son visage encore bouffi par le sommeil. Que se passe-t-il ici? Et où est le petit déjeuner? On ne peut pas vivre de café et de salade. Tu n'as toujours rien de prêt? Son ton était empreint d'une attente outragée, comme si un repas chaud et copieux devait lui être présenté sur un plateau d'argent sans qu'il ait à le demander. Rachel resta figée un instant au milieu du salon, sa patience s'effritant comme du verre sous une pression insoutenable. Pendant 3 semaines, elle avait écouté, enduré, ravalé sa fierté au nom d'une paix familiale qui n'existait que dans son imagination. Mais ce matin, après avoir été réveillée en sursaut et humiliée avant même d'avoir pu ouvrir les yeux correctement, quelque chose en elle refusa de se taire plus longtemps. Elle entra dans le salon, le visage pâle et la voix étonnamment aiguë et assurée. « Ça suffit, dit-elle, son ton coupant court aux divagations d'Hélène. Vous avez 30 minutes pour faire vos bagages et quitter ma maison. » La pièce se figea. Le seul bruit fut le tic-tac régulier de l'horloge murale, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. Hélène cligna des yeux, visiblement stupéfaite que Rachel ose lui parler avec une telle fermeté. Puis, la surprise laissa place à un mépris glacial. Elle plissa les yeux, ses lèvres se retroussant en un rictus dédaigneux. « Ta maison ? Ne te fais pas d'illusions, ma petite. C'est l'appartement de Marc. Tu n'as aucun droit de me virer de chez mon fils. Tu n'es rien ici. » Frank, depuis la cuisine, émit un grognement satisfait en guise d'approbation. Exactement. N'oublie jamais à qui appartient le nom de cette famille. Tu ne serais nulle part sans lui. Rachel sentit ses mains se serrer en poing, la fureur lui montant à la poitrine comme une vague incandescente. Elle s'approcha, sa voix basse mais vibrante d'une intensité nouvelle. Cet appartement a été acheté avec nos économies, et nous payons encore le prêt ensemble. Votre fils n'aurait jamais pu se le permettre seul. Alors ne faites pas semblant de nous avoir aidés. Vous n'avez pas contribué d'un seul dollar, alors ne restez pas planté là à faire comme si je vivais dans un cadeau que vous m'auriez généreusement offert. Le visage d'Hélène vira au pourpre, son indignation atteignant son paroxysme. Tu ne penses qu'à l'argent. C'est tout ce qui t'importe. Tu es ingrate et égoïste. Rachel la coupa net. Je pense à l'équité. Et je vous le dis à tous les deux, vous êtes des invités ici, rien de plus. Et je ne vivrai pas un jour de plus sous le feu de vos insultes. Pendant un instant, un silence tendu s'abattit sur la pièce. Frank, visiblement mal à l'aise, remua sur sa chaise mais ne dit rien de plus. Tandis que la poitrine d'Hélène se soulevait et s'abaissait au rythme de sa colère refoulée,
elle semblait prête à exploser à nouveau. Mais Rachel s'était déjà détournée, sa décision gravée dans le marbre. Au fond d'elle-même, Rachel savait qu'elle ne pourrait pas gagner cette guerre seule. Mark n'était pas encore rentré, et affronter ses parents sans son soutien était une bataille perdue d'avance. Il déformerait ses paroles, créerait une scène dramatique jusqu'à la coincer dans le rôle de la méchante belle-fille. Elle entendait déjà Hélène marmonner dans sa barbe, sentait la désapprobation de Frank irradier comme une chaleur malsaine depuis la cuisine. Rachel prit une profonde inspiration, se maîtrisant. La confrontation n'était pas terminée. C'était impossible. Pas avec Hélène et Frank, si profondément ancrés dans leurs sentiments de bon droit. Mais elle avait tracé une ligne infranchissable. Et même si Mark choisissait de l'ignorer plus tard, même s'il essayait de la faire reculer, Rachel savait qu'elle avait fait le premier pas. Elle avait dit sa vérité, et elle ne se tairait plus. Tandis qu'Hélène continuait de faire les 100 pas, claquant les portes des placards et lançant des accusations à voix basse, Rachel reprit discrètement son sang-froid. Elle savait quand se battre et quand battre en retraite, et pour l'instant, la retraite était l'option la plus sage. Mais elle portait en elle la certitude que cet instant avait tout changé. La prochaine fois, elle ne se contenterait pas de les avertir. Elle agirait. Rachel enfila rapidement un jean, attacha ses cheveux en un chignon désordonné et attrapa sa sacoche d'ordinateur. Sans un mot de plus à Hélène ou à Frank, elle quitta l'appartement, la porte se refermant derrière elle avec un bruit sourd, un petit acte de libération. L'air frais du matin de Denver lui piqua les joues, et pour la première fois de la journée, elle put respirer sans le poids étouffant de ses beaux-parents sur sa poitrine. Elle trouva refuge dans un box au fond de son café préféré du centre-ville, un endroit où le doux bourdonnement des machines à expresso et les bavardages discrets des autres clients semblaient toujours apaiser ses nerfs à vif. Elle commanda un grand café noir et installa son ordinateur portable, déterminée à se plonger dans son travail. Si elle ne pouvait trouver la paix chez elle, elle la trouverait ici, parmi des inconnus et au rythme régulier de sa frappe au clavier. Pendant la première demi-heure, elle parvint à se concentrer, envoyant des emails, examinant des rapports, et sentant même la tension dans ses épaules se relâcher. Mais ce moment de répit fut de courte durée. Son téléphone se mit à vibrer sur la table, envoyant un flot incessant de notifications. Au début, elle l'ignora, refusant de laisser Hélène envahir cet espace de tranquillité. Mais les vibrations devinrent trop persistantes pour être ignorées. Avec un soupir las, Rachel déverrouilla son téléphone et ouvrit Facebook Messenger. L'écran était inondé de messages d'Hélène, tous plus virulents les uns que les autres. Les insultes fusaient, paresseuses, inutiles, une honte pour la famille. Certains messages allaient plus loin, dégoulinant de venin, suggérant que Rachel ne méritait absolument pas de vivre en paix. Une phrase en particulier lui donna la chair de poule: « Tu regretteras le jour où tu m'as défié. Peut-être plus tôt que tu ne le penses. » Rachel fixa les mots, une vague de dégoût la submergeant. Son estomac se noua, non pas par peur, mais par la pure toxicité de la situation. C'était une chose de proférer des insultes dans le feu de l'action. C'en était une autre de les taper, de les laisser par écrit, délibérément et cruellement. Elle sentit un léger tremblement dans sa main en faisant défiler les messages, mais son esprit était déjà en ébullition. Avec une précision glaciale, elle prit des captures d'écran de chaque message, veillant à ce qu'aucun ne soit oublié. Elle les enregistra dans un dossier sécurisé sur son téléphone, en y inscrivant la date et l'heure. Si Hélène voulait jouer à ce jeu, Rachel lui fournirait des preuves irréfutables. Une fois la dernière capture d'écran enregistrée, elle bloqua le numéro d'Hélène sans la moindre hésitation. Le silence qui suivit fut instantané, comme une fenêtre claquée face à la tempête. Rachel se laissa aller contre le dossier de son fauteuil, son café oublié refroidissant sur la table. Le bourdonnement ambiant du café persistait autour d'elle, contrastant violemment avec la laideur qu'elle venait de lire sur son écran. Elle se sentait vidée, son corps lourd d'une fatigue qui dépassait le simple manque de sommeil. Pourtant, malgré l'épuisement, une prise de conscience silencieuse prenait racine en elle. Ce n'était pas seulement une mauvaise matinée. Ce n'était pas une série de jours malheureux. C'était sa vie, telle qu'elle était devenue avec Hélène et Frank sous son toit, et avec un mari qui refusait d'intervenir. C'était un environnement imprégné d'hostilité, où elle était censée endurer d'interminables humiliations simplement pour maintenir une paix factice.
Elle déverrouilla à nouveau son téléphone, cette fois non pas pour lire, mais pour agir. Elle joignit les captures d'écran à un message destiné à Marc, tapant lentement, ces mots pesés et délibérés: « Je suis au café du centre-ville. Il faut que l'on parle. Rejoins-moi ce soir. » Elle appuya sur « Envoyer » et posa le téléphone, face cachée, sur la table. Elle ferma les yeux un instant. La fatigue s'insinuait profondément dans ses os. Mais quelque chose d'autre aussi. Une clarté froide et implacable. Rachel ne pouvait plus se mentir. Elle ne pouvait plus prétendre que c'était temporaire ou inoffensif. La vérité était là, brutale et inévitable. Elle ne pouvait pas vivre un jour de plus dans cet espace toxique et continuer à se reconnaître dans le miroir. Lorsque le soleil disparut derrière les montagnes rocheuses, peignant le ciel de Denver de teintes orangées, Rachel était toujours au café. Son café était froid depuis longtemps et son ordinateur portable était rangé dans son sac. Elle attendait. À 18h précises, la cloche au-dessus de la porte tinta et Marc entra. Il paraissait fatigué, mais son épuisement était teinté d'irritation, comme si sa présence ici était une corvée. Il balaya la salle du regard et, la trouvant, s'avança vers elle avec un profond soupir. Il se glissa dans le box, l'air déjà orageux. « Pourquoi vous êtes-vous disputés, maman et toi, cette fois ?» Son ton n'était pas curieux, mais accusateur, comme si elle était la source du problème. Rachel se redressa, sa voix calme mais ferme. « Marc, ce n'est pas une dispute de plus. Je veux que tes parents partent. Ce soir. Je ne peux plus vivre comme ça. » Marc se renversa, croisant les bras, la mâchoire crispée. « Rachel, tu exagères. Maman est à cran. Elle est malade. Papa est stressé. Ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Et tu veux que je les mette à la porte? Que je les abandonne? » Son cœur se serra. Il ne la défendait pas, il justifiait leur cruauté. « Je ne te demande pas de les abandonner, » dit-elle, choisissant ses mots. « Je te demande de fixer des limites. Ils m'ont insulté. Ils ont envahi notre maison et tu n'as rien fait. Si tu veux les soutenir, trouve-leur un appartement. Rends-leur visite. Mais ils ne peuvent plus rester chez nous. » Le regard de Marc se durcit. « C'est aussi ma maison. J'ai le droit d'y inviter mes parents. Tu n'as pas à me dire qui peut entrer. » Le dernier fil de retenue de Rachel se rompit. Sa voix s'éleva, ferme et inébranlable. « Alors écoute-moi bien. S'ils ne partent pas, je partirai. Et si je pars, Marc, je ne reviendrai pas. Je demanderai le divorce. » Il resta bouche bée. « Tu es sérieuse? Tu me fais choisir entre ma famille et ma femme? » « Non, » rétorqua-t-elle. « Je te demande de me respecter assez pour ne pas me forcer à vivre dans un environnement hostile. Je demande le minimum pour me sentir en sécurité chez moi. Si tu ne peux pas m'offrir ça, que reste-t-il à ce mariage? » Son silence fut sa réponse. Il ne la protégerait pas, il voulait qu'elle se soumette. Rachel se leva, glissant son sac sur son épaule. « Pense à ce que j'ai dit. Soit ils partent, soit je m'en vais. Mais si je pars, c'est pour de bon. » Elle le laissa là, réalisant avec une clarté douloureuse que leur mariage était déjà brisé. Il ne voulait pas d'une partenaire, il voulait l'obéissance. Et Rachel en avait assez de s'incliner. Le divorce fut prononcé avec une rapidité surprenante, mais le partage des biens fut une bataille acharnée. Le tribunal statua que l'appartement de Denver, acheté conjointement, était un bien matrimonial à diviser à parts égales. Chacun détenait 50% des parts et était responsable de la moitié des mensualités du prêt hypothécaire. Rachel, ne supportant plus de vivre sous le même toit que Marc et ses parents, déménagea dans un petit studio. Elle paya scrupuleusement sa part de l'hypothèque chaque mois, mais Marc, lui, commença à faillir. Les semaines devinrent des mois. Les avis de retard de paiement s'accumulèrent. Marc, encouragé par ses parents et aveuglé par son orgueil, négligeait ses responsabilités financières. Rachel voyait la tempête approcher. L'hypothèque était un lien juridique qui les unissait encore, et les manquements de Marc menaçaient de l'entraîner dans sa chute. La situation atteignit son point de rupture lorsque la banque lança une procédure de saisie.
Rachel ne paniqua pas. Elle prit rendez-vous avec la banque, armée d'un dossier complet, preuve de ses paiements réguliers, relevés de revenus, et les captures d'écran de la négligence de Marc. « Je veux régler ce problème », déclara-t-elle à l'agent de crédit. « Je suis prête à payer les arriérés et à assumer l'entière responsabilité du prêt. » La banque, désireuse d'éviter une longue et coûteuse procédure judiciaire, accepta son offre. Rachel racheta la part de Marc pour une fraction de sa valeur, compte tenu des dettes accumulées. Il devint l'unique propriétaire de l'appartement. Marc, furieux, intenta une action en justice, l'accusant de l'avoir floué. Le tribunal rejeta rapidement sa plainte, tout ce que Rachel avait fait était parfaitement légal. Hélène et Franck hurlèrent à la trahison, mais leur nom n'avait jamais figuré sur aucun document. Leurs cris se perdirent dans le vide. Un soir, Rachel se tenait dans l'appartement silencieux, un nouveau trousseau de clés à la main. Les pièces, autrefois un champ de bataille, lui appartenaient désormais. Le poids des souvenirs, des insultes et des larmes s'était évaporé. Elle avait retrouvé bien plus qu'une propriété, elle avait retrouvé son indépendance, sa paix et son avenir. Dans les mois qui suivirent, Rachel se consacra à son travail. Libérée du chaos et de la tension, sa créativité et sa productivité explosèrent. Son entreprise prospéra, lui assurant une sécurité financière qu'elle n'avait jamais connue. Le studio qu'elle avait loué resta son sanctuaire, mais elle retournait souvent dans l'appartement, savourant le silence et l'espace qui étaient enfin les siens. C'est durant cette période de renouveau qu'elle rencontra Daniel Cooper lors d'un événement professionnel. Chef de projet dans une entreprise technologique, il était confiant sans être arrogant, et d'une gentillesse qui la mit immédiatement à l'aise. Leur relation se construisit lentement, sur des cafés et des dîners. Daniel écoutait, respectait ses limites et admirait son indépendance. Il ne minimisait jamais son passé, mais l'aidait à se sentir comprise et valorisée. Au fil des mois, Rachel s'autorisa à faire confiance à nouveau. Un soir, alors qu'il dînait dans son appartement, désormais redécoré et rempli de lumière, Daniel lui prit la main. « Je sais que cet endroit a une histoire compliquée, » dit-il doucement. « Mais je vois aussi comment tu l'as transformé en quelque chose de beau. C'est un foyer, Rachel. Ton foyer. Et j'aimerais beaucoup en faire partie, si tu es d'accord. » Les larmes montèrent aux yeux de Rachel, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Elle hocha la tête, un sourire radieux illuminant son visage. Ils emménagèrent ensemble, remplissant les pièces de rire et de nouvelles promesses. L'appartement, autrefois symbole d'oppression, était devenu le témoignage de sa résilience. C'était la preuve qu'après la plus sombre des tempêtes, il était possible de reconstruire, non pas sur des ruines, mais sur les fondations solides de l'amour-propre et du respect mutuel. Rachel avait non seulement gagné une maison, mais elle avait surtout gagné sa liberté, et un futur plus lumineux qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer.